707 power radar, contact 7 3/4 miles. 07, show my 77. Your 402 radar, contact at 18 miles. Change speed 250, power breakfast 230. 07 radar. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie Starbase et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines à Boca Chica. Ces 2 dernières semaines à Starbase ont été plutôt calmes, mais de gros événements devraient arriver d'ici les prochains jours. Tout d'abord, nous avons pu assister au retrait de S-20 de son pad suborbital pour être transféré à proximité de la tour du pad tir orbital. Quelque temps après, c'était au tour de Mekazila de revenir au centre de l'attention. En effet, ce jour-là, les équipes de SpaceX ont ajouté de nouveau cette poutre imposante au bras de récupération permettant d'y accrocher les énormes ballons d'eau qui simulent la masse des prototypes. Toujours le même jour, les bras ont été levés juste en dessous du Quick Disconnect Arm. Cependant, un échafaudage a été installé sur les rails de la tour, ce qui a momentanément bloqué le passage au bras. Ce test de simulation de masse semble avoir été un succès, car juste après, les ballons ont été vidés de leur eau et la poutre a été détachée. Du côté du site de production, B7 continue lentement son assemblage. Les 2 réservoirs d'oxygène liquide et de méthane sont quasiment terminés et les grid fins du booster ont été aperçus. Ces ailettes aérodynamiques sont souvent assemblées sur le booster avant de procéder à l'empilement final avec le vaisseau. On peut en conclure que peu de temps nous sépare de son assemblage final et de son empilement avec le ship qui sera à son sommet. Au site de production, le Booster 8 poursuit quant à lui son assemblage. Nous avons pu entre autres apercevoir son dôme supérieur et une pièce qui servira à la circulation du méthane. Toujours du côté du site de production, nous avons pu voir 2 nouveaux segments s'ajouter au White Bay. Ce bâtiment d'assemblage offrira plus de capacité de production pour les boosters et les chips. Ces sections devraient être parmi les dernières de cet étage qui sera normalement le point culminant de l'installation situé sous le toit. Nous approchons donc de la fin des travaux. Au site de lancement, les Raptors du Booster 4 ont été peints. En effet, cela faisait quasiment 6 mois que le prototype était exposé à l'air libre, ce qui a entraîné des usures sur les moteurs telles que des rayures. Au site d'essai, à McGregor au Texas, SpaceX poursuit les tests intensifs de la version 2 des moteurs Raptor. La cadence actuelle s'élève à un test tous les 2 jours, ce qui est très impressionnant. Pour conclure, nous avons appris par l'intermédiaire d'Elon Musk que la semaine prochaine se tiendrait une conférence autour du Starship à Boca Chica. Le patron de SpaceX a communiqué la date de cette présentation qui aura lieu le vendredi 11 février à 3 h du matin, heure française. Quelques heures après, le dirigeant de l'entreprise a précisé qu'à cette occasion, le Ship 20 sera levé et empilé sur le Booster 4. Nous pouvons donc espérer dès cette semaine le levage de B4 sur le pad orbital enchaîné d'un levage de S20 au-dessus de ces derniers. Ce levage devrait normalement être effectué à l'aide de Mekazila. Cette présentation devrait nous apporter de nombreuses informations très intéressantes sur le futur du programme Starship. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain récap où nous analyserons en détail tout ce qui a été abordé durant cette conférence. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Désormais, concentrons-nous sur ce qui s'est passé chez SpaceX qui a lancé ces 2 dernières semaines 3 missions avec sa Falcon 9. Le mardi 1er février dernier décollait la mission CSG-2 après avoir subi une série de 5 reports. La Falcon 9 a lancé et placé en orbite héliosynchrone le satellite Cosmos Skymed de seconde génération, visant à remplacer le premier, dans le cadre du programme d'observation de la Terre de l'agence spatiale italienne. La firme américaine nous a offert de magnifiques images de la séparation, de l'allumage du second étage et de l'atterrissage du premier étage dont je vous laisse profiter.
Puis, le mercredi 2 février, SpaceX a lancé la mission Enroll 87 depuis le pad SLC-4E à Vandenberg en Californie. Il s'agissait ici de l'envoi d'un satellite espion militaire pour le compte du bureau de reconnaissance américain. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, nous avons pu assister au retour d'un premier étage sur Terre avec des images à couper le souffle. Pour finir, 24 heures plus tard, le jeudi 3 février, SpaceX a lancé la mission Starlink 4.7 depuis le pad 39A du Kennedy Space Center en Floride. La mission a été à succès avec en prime un retour maîtrisé du premier étage sur la barge à SOG. Nous avons appris une mauvaise nouvelle du côté de la NASA concernant le programme Artemis. En effet, la date relative au transfert du SLS du véhicule Assembly Building vers le pad 39B du Kennedy Space Center a encore été décalée. La date du déplacement était initialement prévue à la mi-février, sauf que celle-ci a été reportée au début du mois de mars. Ce report va encore retarder le programme lunaire, mais n'oublions pas que les ingénieurs de la NASA privilégient que l'ensemble des paramètres soient vus et revus et que le lanceur ne présente aucune anomalie pour éviter le moindre problème lors du lancement qui pourrait être fatal. Comme nous vous l'annoncions lors du dernier récap, le télescope James Webb s'est inséré en orbite autour du point de Lagrange L2 le lundi 24 janvier. Il a allumé ses moteurs durant 297 secondes, soit environ 5 minutes, pour augmenter sa vitesse de seulement 1,6 mètres par seconde. Le télescope spatial est donc désormais sur son orbite finale. Durant les 3 prochains mois, il devra aligner très précisément ses miroirs afin de pouvoir enfin débuter l'observation de notre univers. L'entreprise Blue Origin a effectué avec succès un test de largage de coiffe pour son futur lanceur lourd, la New Glenn. Cette coiffe de 7 mètres de large sera une des plus grandes une fois le véhicule mis en service. Il y a plusieurs mois de cela, la NASA a annoncé que la durée de vie de l'ISS serait augmentée jusqu'à la décennie 2030. L'après-ISS se fera grâce au Commercial Low Earth Orbit Destinations, ou CLD, programme de la NASA visant à ce que des sociétés privées développent des stations spatiales en orbite basse afin de continuer dans les décennies suivantes l'occupation permanente par les astronautes de l'orbite basse terrestre. Plusieurs sont en projet, notamment la station Orbital Reef de Blue Origin ou la future station d'Axiom Space, déjà en construction et qui sera d'abord greffée à l'avant de l'ISS. L'objectif de la NASA serait que ces stations entrent en service d'ici la fin de la décennie, avant donc la fin de service de l'ISS, pour éviter d'avoir une période de transition sans station en orbite basse. Une fois de nouvelles destinations en orbite basse disponibles, la NASA a expliqué son plan pour la fin de vie de la Station Spatiale Internationale. Vous en avez probablement entendu parler récemment dans les médias. 3 vaisseaux cargo Progress russes pourront désorbiter la station. Le cargo américain Sinus pourrait aussi être utilisé en complément. La NASA prévoit de diminuer progressivement l'altitude de l'ISS au cours de l'année 2030. Après plusieurs manœuvres d'alignement et le départ du dernier équipage, les opérateurs de l'ISS au sol effectueront la dernière phase de sa désorbitation afin que la rentrée atmosphérique de la station ait lieu autour de la zone non habitée de l'océan Pacifique Sud, aussi appelée le point Nemo. La station en elle-même sera détruite durant la rentrée, tandis que les débris s'écraseront dans cette zone où reposent déjà des centaines de second étages, satellites, vaisseaux spatiaux, 6 stations Salyut, Tiangong 1 et l'ancienne station soviétique Mir. Bien sûr, toutes ces dates sont à prendre avec des pincettes. Elles seront probablement reportées, mais elles indiquent des détails intéressants sur l'après-ISS. Le 24 octobre 2021, une fusée Longue Marche 3B plaçait en orbite le satellite chinois Shiyan 21 en orbite géostationnaire. L'objectif était d'effectuer des tests de réduction des débris spatiaux. En décembre 2021, le satellite a effectué un rendez-vous orbital avec un autre satellite, Beidou 2G2, victime d'une anomalie en 2010, et s'y est amarré. Il a ensuite activé ses moteurs et augmenté l'orbite du satellite vers une orbite poubelle supérieure de 300 km afin de ne pas polluer l'orbite géostationnaire. Il est en effet inutile de le désorbiter car une orbite de rebut requiert d'utiliser beaucoup moins de carburant en réduisant tout autant les risques de collision. Shiyan 21 est par la suite retourné sur l'orbite géostationnaire. Toujours en Chine, nous avons appris que durant le mois de janvier, le satellite de surveillance américain USA 270 s'est grandement rapproché des 2 satellites chinois. En réaction, ces derniers ont modifié leur orbite pour s'en éloigner. Il s'agit d'une paire de satellites de test classifiés placés en orbite géostationnaire en décembre 2021 par une Longue Marche 7A. Si aucune information n'a été officiellement communiquée, il est probable
probable que le satellite USA 270, aussi appelé GSSAP-3, se soit rapproché pour obtenir des renseignements sur les satellites chinois. Ce n'est pas la première fois que ce type d'événement survient, mais c'est cependant de plus en plus commun ces dernières années. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt. One zero seven, file radar contact.